Dit. Allez, parlons à présent de politique. Politique à travers cet ouvrage Patrice Talon, un chef d'État audacieux. On installe très rapidement Patrick Diossouf et son invité. Patrice Talon, un chef d'État audacieux. Cet ouvrage, on en parle avec vous, Patrick Diossouf. Bonjour et bienvenue. Oui, bonjour Samuel Adimi, bonjour Serge Ayaka. Bonjour Patrick. Alors, c'est un ouvrage de 428 pages. Donc vous imaginez l'épaisseur de l'ouvrage. 428 pages. 4 parties pour cet ouvrage. Un ouvrage produit par Hugues Hector Zogo. Hugues Hector Zogo, qui est un jeune béninois né à Ouida, comme par hasard. Ça rejoint une certaine région d'une certaine personnalité. Patrice Talon, un chef d'État audacieux. Bonjour Hugues Hector Zogo. Cet ouvrage, comment vous avez pu avoir cette idée d'un ouvrage aussi audacieux et puis grand par la taille, grand par l'épaisseur? D'abord, je vous remercie pour cette opportunité que vous m'offrez. Je remercie également les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. J'aurais déjà dire que c'est grâce à Dieu que je suis parvenu à réaliser un projet aussi important. Oui. Rédiger d'abord un ouvrage sur une personnalité comme Patrice Talon en qualité de chef d'État, c'était pas chose aisée. Mais nous sommes parvenus quand même à pouvoir aujourd'hui réaliser ce projet parce que nous avions eu la chance d'avoir des personnalités qui, d'une certaine façon, nous ont aidés à avoir des informations sur comment est-ce que, par exemple, le chef de l'État il se comporte un peu avant les élections présidentielles de 2006. Oui. Nous avons également eu la chance de rencontrer des gens très ouverts qui nous ont accompagnés et qui ont fait qu'aujourd'hui, ce projet-là est devenu une réalité. Et personnellement, pourquoi avoir pris cet engagement? Parce qu'à un moment donné, j'ai compris qu'il faut travailler à permettre à la génération montante d'avoir droit à la vérité, de bénéficier réellement de ce qui se passe et de savoir ce qui a été dit par le passé. Donc voilà un peu l'esprit et c'est pourquoi aujourd'hui je me retrouve avec cet ouvrage. Oui. Hugues, une question pour vous. Oui. Mai 2016, vous sortez Patrice Talon, destin prodigieux d'un exilé politique. C'est vrai. Septembre 2016, Patrice Talon, l'élan d'une vie citoyenne engagée. Oui. 2018, vous sortez Patrice Talon, un chef d'État audacieux. Oui. Qu'est-ce qu'il y a chez Patrice Talon qui vous charme au point d'être au centre de vos publications? Alors, depuis 2009, où j'ai commencé par rédiger, c'est la toute première fois que je m'intéresse quand même au parcours d'une personnalité aussi importante qu'un chef d'État en exercice. Et la raison fondamentale réside dans ce que déjà le président Patrice Talon, durant tout le temps qu'il a eu à passer à l'exil, la manière dont il a pu gérer ce dossier qu'il a eu avec l'ancien chef d'État Boni Yayi m'a toujours impressionné. Et je me suis dit, il faut forcément que j'aille au contact de la personnalité, il faut que j'aille découvrir qui elle est réellement. Et je ne me suis pas trompé. C'est d'ailleurs ce qui a permis de rédiger ces 2 premiers ouvrages auxquels vous faites allusion en co-auteur avec Florentin Niambossou. Aujourd'hui, c'est vrai que je me retrouve pratiquement seul à pouvoir rédiger ce 3e ouvrage intitulé Patrice Talon, un chef d'État audacieux, mais j'avoue que j'assume en entière responsabilité les écrits. Oui, et assumer les écrits. Tout à l'heure, vous étiez en train de parler de 2006. Bon, ce n'était pas une erreur puisque l'ouvrage a commencé un peu bien avant 2016. Et il y a 4 parties, comme je le disais. La première partie, intitulée « Du combat pour la rupture constitutionnelle », a comme premier chapitre un passé historique douloureux. Pourquoi vous avez voulu
mettre l'idée de douleur dans notre passé, dans le passé historique du Dahomey devenu Bénin. Vous savez, notre peuple est un peuple assez grand, mais qui malheureusement commet à des moments donnés des erreurs fatales qui nous poursuivent. Si vous prenez bien la peine de lire l'histoire de notre pays, vous vous rendez compte que l'ancien chef d'État, Mathieu Kérékou, paix à son âme, avait quand même une grande vision de développement pour notre nation. Malheureusement, nous avions commis l'erreur, la plupart des cadres, je dirais, ont commis l'erreur de ne pas l'accompagner dans sa dynamique. Et ce qui a fait qu'à des moments donnés, il a eu à commettre certaines erreurs qui aujourd'hui continuent d'avoir d'impact négatif sur l'évolution, sur le développement de notre pays. Et donc, j'ai trouvé important de repartir déjà en cette période-là, d'avant 1990, puisque c'est pratiquement en 1990 que nous avions commencé par parler du renouveau démocratique. Oui. Il fallait faire un tour en arrière pour savoir un peu dans quel contexte, par exemple, le général Mathieu Kérékou avait dirigé notre pays et quelles sont les raisons fondamentales qui ont fait qu'il n'a pas pu véritablement permettre au Bénin de connaître un essor économique. Oui. Alors, la deuxième partie de l'ouvrage intitulée Boni Yayi entre les vœux pieux et les réalités du pouvoir. Première partie, le passé douloureux. Deuxième partie, directement Boni Yayi. C'est comme si entre 90 et 2006, il y a un vide dont vous ne voulez pas tenir compte. Je n'ai pas voulu particulièrement m'attarder sur le règne, je dirais, du président Nicéphore Dieudonné Soglo, parce que je me suis rendu compte dans mes réflexions que ce n'était forcément pas nécessaire. C'est vrai qu'à la fin de la première partie, j'en ai parlé très brièvement, et je suis allé spontanément au niveau de la deuxième partie en parlant du président Boni Yayi, parce que j'ai trouvé que c'est celui qui le plus a permis aux Béninois de découvrir qui est Patrice Talon. C'est vrai, on entendait le nom Patrice Talon, mais on ne savait réellement pas quelle était sa force. On ne savait réellement pas la puissance de l'homme, sa capacité à pouvoir permettre à ses concitoyens, par exemple, de connaître en très peu de temps un mieux-être. Donc, il fallait déjà aller à la rencontre de celui-là qui a permis qu'on découvre la richesse qui réside en Patrice Talon. Et c'est ce qui a motivé, par exemple, le choix de la première partie vers la seconde partie, mais sans véritablement m'attarder sur le président Nicéphore Soglo. D'accord. Alors, la troisième partie, on évolue toujours dans l'ouvrage. La troisième partie est à la page 153, est intitulée « Bénin, démocratie vivace, novatrice ». Je crois, si on peut jeter un coup d'œil, ça fait... la première phrase, c'est « Du Bénin vient toujours quelque chose de nouveau ». Aurait pu dire Aristote s'il avait connu l'existence de la terre du Vaudou. Au pays des alternances pacifiques, celle qui s'annonce ne devrait pas déroger à la règle. L'ancien Dahomey est décidément une démocratie vivace et novatrice, un laboratoire politique à ciel ouvert. C'est un peu... Est-ce que ça ne semble pas un peu dithyrambique, un peu trop glorieux pour vous qui avez parlé de passé douloureux, de passé historique douloureux? Évidemment, il faut dire les choses telles qu'elles sont. L'erreur du peuple béninois, c'est de ne véritablement pas assumer, c'est de ne véritablement pas avoir le courage de se dire la vérité. Je vais vous relancer une image qui, sans aucun doute, vous permettra de mieux apprécier ces quelques mots que j'ai utilisés en abordant cette troisième partie. Est-ce que vous vous rappeliez de comment le président Boni Yayi a pu passer témoin au président Patrice Talon? Est-ce que vous revoyez encore cette image-là? Deux hommes d'État qui, pendant quelques années en arrière, ont eu des difficultés et qui n'ont pas pu quand même permettre au pays d'avoir de blocage institutionnel. On est allé aux élections,
il y a eu une défaite. N'oublions pas, le président Boni Yayi avait quand même son candidat, Oui, tout à fait. l'ancien Premier ministre Lionel Zinsou. Oui. Mais son candidat n'est pas parvenu à gagner les élections. Oui. Mais malgré ça, le président Boni Yayi, il a accepté de laisser le pouvoir. Et cette image-là, elle est restée, sans doute gravée à jamais dans la mémoire collective du monde entier. Et je trouve que c'est à juste titre, si je parviens aujourd'hui à pouvoir faire ressortir ces mots pour nous permettre de savoir qu'au-delà de tout, quoi qu'on dise, le Bénin est un pays assez fort. Oui, un laboratoire à ciel ouvert. Il y a une certaine partie qui m'a qui nous a quelque peu intéressé, c'est à la page 213. Page 213 où vous avez repris un article, une interview faite par le journal Le Monde au président Patrice Talon, et certaines questions sont revenues. La question, par exemple, de Samuel Dossou. Comment Samuel Dossou a pu avoir, enfin, cette relation Bolloré, Samuel Dossou, toute cette affaire-là. On est revenu là-dessus. Je crois, on peut essayer de relire cette partie. Le président... La question d'abord du journal. Oui. Autre dossier entre les mains de la justice, la boucle ferroviaire de 3000 km de Vincent Bolloré entre Cotonou et Abidjan. En novembre 2015, la Cour d'appel de Cotonou a contraint le groupe français à cesser les travaux parce qu'il violait les droits du milliardaire Samuel Dossou. Votre avis? Oui, et la réponse du président? Je n'ai jamais rencontré Vincent Bolloré. Samuel Dossou est béninois et je ne vous cache pas qu'il est un ami. Mais ce qui compte, c'est qu'il a la loi de son côté. La justice béninoise lui a donné raison dans son différend avec le groupe Bolloré. J'ai pourtant à cœur de résoudre ce problème par une sorte de consortium entre Bolloré et Dossou pour que ce projet de boucle ferroviaire redémarre. Je compte en discuter avec le groupe Bolloré et avec Samuel Dossou, mais aussi avec le Niger, avec qui je souhaite trouver une position commune. Oui, et le monde qui continue. Samuel Dossou et vous-même avez le même avocat à Paris, William Bourdon. Cela a-t-il joué un rôle? La réponse du président? Non, c'est une coïncidence. Pour le rail, nous sommes tenus de trouver une solution qui relance le projet et qui respecte le droit de chacun. Monsieur Dossou est dans son droit, il est béninois, et je protège d'abord les Béninois. Je protège d'abord les Béninois. Vous avez diffusé, enfin, vous avez fait diffuser cette interview, un peu comme si vous aviez envie de faire diffuser tout ce qui est positif, tout ce qui rend votre œuvre assez pertinente. Et pourquoi avoir choisi Le Monde, le journal Le Monde? Pourquoi ne pas avoir choisi une interview d'un journal béninois, par exemple? Vous savez, il y a une question assez pertinente, c'est la question du journal Le Monde. Samuel Dossou et vous-même avez le même avocat à Paris, William Bourdon. Oui. Cela a-t-il joué un rôle? Cette question-là, déjà, seule justifie le choix de cette interview-là que j'ai dû accepter, partager dans cet ouvrage. Parce que j'ai voulu aujourd'hui permettre aux Béninois de comprendre que ce n'est pas parce que le chef de l'État il a une certaine fraternité, il vit une certaine fraternité, ce n'est pas parce qu'il a un certain lien d'amitié, peut-être avec un concitoyen, qu'il est tenu forcément de lui accorder privilège. Il y a ce qu'on appelle la loi. Et le chef de l'État aujourd'hui, c'est ce qu'il fait de tout temps. Et quand vous suivez depuis le 6 avril 2016 qu'il a pris le pouvoir, jusqu'à la date d'aujourd'hui, vous vous rendez compte que tout le travail qu'il fait se base rien que sur la loi. Et l'exemple le plus palpable, le plus édifiant, c'est ce dossier, par exemple, que Sébastien Agavon a connu. Vous aviez vu comment est-ce que nous avions subi une certaine pression dans notre pays. Il aurait pu dire, en tant que chef d'État, libérer Sébastien Agavon, mais il ne l'a pas fait, parce qu'il a cru en la justice de notre pays. Il a cru en la séparation des pouvoirs dans notre pays. Et pourtant, c'est Sébastien Agavon qui, à un moment donné, a permis à ce qu'il soit élu chef d'État. Donc, il faut qu'aujourd'hui, les Béninois puissent se dire,
au-delà de tout, ce qui doit pouvoir primer, c'est la loi. Au-delà de tout, ce qui doit primer, c'est la loi. La page, et puis on s'achemine vers la fin. On ne pourra pas discuter des 400 pages de long en large, mais la quatrième partie de l'ouvrage, on va à la page 315. Quatrième partie, de la corruption à la bonne gouvernance. J'ai bien envie qu'on lise quelques parties. Serge, juste vertu, page 315 plutôt. 315, de la corruption à la bonne gouvernance. La liste des besoins de développement du Bénin est longue, qu'il s'agisse d'offrir des services sociaux et économiques élémentaires, d'assurer la sécurité alimentaire ou d'augmenter les revenus des populations par la transformation des secteurs de production. Les défis qui se présentent au Bénin sont à la vérité encore considérables. Le pays ne peut pas faire de nouveaux progrès sans la participation de tous. Aider au développement du Bénin, c'est d'abord un investissement dans l'avenir commun de l'Afrique qui s'est remise en marche. Le Bénin est en effet confronté à de nouveaux défis, qu'il s'agisse de la crise alimentaire ou des effets du réchauffement climatique. La corruption est une réalité qui touche tous les pays, même si elle y est plus ou moins étendue. Mais si ce phénomène touche dirigeants et hauts fonctionnaires, les échelons de base restent le principal terrain de la corruption. Oui. Et alors, de la corruption à la bonne gouvernance, comment pensez-vous que le président Patrice Talon, un chef d'État audacieux, pourra réussir à passer de la corruption à la bonne gouvernance? Je vous le dis très ouvertement, l'homme d'État le plus craint aujourd'hui, en tout cas en Afrique, parce que déterminé à dire non à la corruption, apport non Patrice Talon. Vous aurez le temps de l'apprécier jusqu'à la fin de son mandat. Il est en réalité un dictateur de développement qui a du caractère. Et c'est ce caractère-là qui permet aujourd'hui de pouvoir restaurer l'autorité de l'État. Et quand vous prenez les grands dossiers de corruption, quand dans la masse, on se refuse d'accepter que c'est un mal qui ne nous permet pas d'avancer, il reste très serein. Et avec de la méthode et de la manière, il parvient à obtenir le résultat. Et c'est ce qui compte le plus. Parce qu'au-delà de tout, on pourra se dire au soir du 5 avril 2021, est-ce que le président Patrice Talon a pu réussir sa mission? C'est à lui que le peuple en réalité a confié la mission de gérer les destinées de notre pays. Et donc, faisons l'effort de lui faire foi. Il est engagé à servir aujourd'hui l'Afrique. C'est une chance pour nous. Accompagnons-le dans cette dynamique. Accompagnons-le dans cette dynamique. Donc, c'est un appel à tous les citoyens, à tout le peuple béninois. Et si vous permettez, oui. Je voudrais quand même très rapidement donner rendez-vous à tous nos concitoyens béninois le 6 avril prochain à Bénin Royal Hotel pour le lancement de cet ouvrage-là. Ce sera bien évidemment sous le parrainage de M. Marius Eric Kengi, qui est le directeur des relations publiques de l'ERTB. C'est d'ailleurs lui qui m'a énormément accompagné pour que nous soyons aujourd'hui à ce grand rendez-vous. Oui, il y a son accompagnement. Je voudrais juste citer quelque chose, faire remarquer que la préface est faite par l'honorable Gérard Benoki. Oui, député à l'Assemblée nationale du Bénin. Exactement. Et la postface, disons, le prolongement, par Armand Ganset, le directeur général de la SOGIR. Donc voilà les accompagnements nécessaires et nous aussi nous avons accompagné. De toutes les façons, on reste très disponible pour que toute personnalité jugeant pouvoir nous accompagner, à nous permettre d'offrir une très belle cérémonie le 6 avril, puisse être bienvenue. Je voudrais profiter également du plateau pour remercier très infiniment le directeur général de l'ERTB. Il sait ce pourquoi je le fais. Monsieur Joël. D'accord. Hugues, avant de vous laisser partir, ça va vous prendre 3 secondes pour répondre à cette question. Quand on a écrit 3 ouvrages sur Patrice Talon, est-ce que vous avez pu le rencontrer? Ça se passe très bientôt. D'accord, merci. Oui. Très belle question. Merci Patrick Djossou et on se retrouve lundi prochain pour
Oui, lundi prochain. puis d'autres ouvrages. Oui, un Merci. ouvrage qui va nous parler d'un développement personnel. On dit jouissez. Oui, le rendez-vous est pris. D'accord, merci. Merci. Allez, maintenant, on a un rendez-vous avec notre professeur à nous. Depuis un bout de temps, on a parlé du brevet d'invention. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une autre thématique. On parlera des dessins et modèles industriels. Aristide Fadé sera avec nous dans un instant.